Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Hilde et Pete. Ils ont créé un jardin-forêt à Daines. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire plus sur l'historique du projet et votre projet de manière générale? Ben oui, on va essayer. En fait, ça fait quelques années. Il y a quelques années, on a installé un forêt-jardin ici. Au début, c'était plutôt un loisir, un hobby, si vous voulez. Et bon, maintenant, c'est devenu presque professionnel. Donc, on a un terrain d'à peu près 4 hectares et demi, sur lequel il y a différents types de forêt-jardin, permaculture. Enfin, vous verrez pendant la visite, bien sûr. Et on a plusieurs buts ici. Donc, tout d'abord, on fait pas mal de tours, de visites d'éducation. Donc, on informe les gens. On essaye de leur faire comprendre qu'il y a d'autres façons de faire de l'agriculture aujourd'hui. Bon, on se concentre pas mal sur la production aussi, parce qu'on croit que c'est très important qu'un agriculteur ait des exemples financiers sur lesquels il peut se baser pour faire ses propres projets à lui. Et puis, on se concentre aussi sur le côté scientifique. On essaye de générer des données scientifiques qui montrent à quel point un forêt-jardin peut être rentable pour tout le monde. Voilà. C'est vraiment la production qu'on veut, hein. Avec un peu le but de montrer qu'un forêt Jardin. gourmand, hein, peut être un projet rentable. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les fermiers qui ont l'intention de changer de leur habitude traditionnelle, direction permaculture et enfin, plutôt une forêt gourmande. Agroécologie, oui. Ok, bien, ici on arrive au vignoble. C'est la partie orientée vers le sud d'un parcelle qui est bordé des arbres plutôt hautes, du côté nord-est, et aussi le côté nord-ouest. C'est le parcelle le plus sec et le plus haut du terrain. Sable gros, hein, matière organique de 1% seulement. Et c'est une des choses qu'on fait toujours quand on fait des plantations, c'est de voir si le terrain, le terroir, c'est ça, et la bonne terroir pour les plantes qu'on veut planter là-dedans. Alors ici, c'est plutôt sableux et sec. Et l'ensemble des plantes, une deuxième critère, c'est de voir dans la nature quelles plantes vont bien ensemble. S'ils vont bien ensemble dans la nature, très souvent, ça veut dire qu'ils ont une signification l'un pour l'autre, qu'il y a des relations mutuelles positives pour pourquoi qu'ils sont ensemble dans la nature. Alors, avec ces deux critères, on a planté un vignoble et on n'a pas utilisé des poteaux en béton ou des trucs en fer, mais on a utilisé un charme, voilà, comme support des vignes. Comme vous voyez, on va établir des bras permanents du vigne et quand le petit arbre est un peu plus solide, on va nettoyer le tronc et on va garder un tétard, hein, qu'on peut couper tous les 2 ans. Comme ça, les vignes, ils recevront assez de lumière, de soleil, pour qu'ils produisent des raisins sucrés. Tous les matériaux végétaux sont bien sûr une couvre-sol pour les autres plantes qui sont dans l'ensemble. Pour le moment, ils sont encore un peu faibles, mais quand ils sont plus robustes, on va mettre 2 corps un peu plus haut, qui vont supporter les branches annuelles qui portent les raisins. L'ensemble est un ensemble typique pour une marge d'un bois, c'est-à-dire les herbes, et ici sont des herbes méditerranéens, comme le rosemarin, là-bas du rosemarin aussi,
Il y a du hyssop qui est encore un peu boisé pour l'instant. Il va commencer à pousser bientôt. Mais aussi le sali et l'herbe de Kari. Ils sont ici parce qu'ils sont bien à leur aise. Ils sont à l'aise dans un système du marge d'un bois. Mais aussi, ils ont une fonction. C'est-à-dire que avec 130 vignes dans un espace de 1000 mètres carrés, on donne une signal très fort aux insectes nuisantes ou possiblement nuisantes qui viennent ici pour manger mes vignes. Mais avec les odeurs des autres herbes, on utilise un système naturel de confusion. De confusion, en fait. De confusion, la confusion d'odeurs fait masquer un peu l'attraction de mes vignes. Une autre plante qu'on trouve très souvent entre un pré et un bois, c'est les ronces. Les ronces, ils ont une fonction particulière dans une marge d'un bois, c'est-à-dire en tombant chaque année avec des nouvelles pousses, il fait élargir le bois. De deux façons. D'abord, si un châtaigne ou un gland, c'est ça, tombe dans une ronce avec des épines, pics, avec des pics, voilà, ça protège ça protège le châtain pendant l'hiver, par exemple, qu'il puisse commencer dans le printemps à pousser. Il pousse à ses réserves jusqu'au milieu de l'été. Et au milieu de l'été, il est fin de réserve. Hein, il faut qu'il prenne soin de soi-même avec son racine à lui. Moi, ça, c'est très dur parce que dans le dos et même au-dessous du petit châtaigne, il y a les racines des gros arbres. Alors, il manque de l'eau. En plein été, il est seul. Et ça, c'est la deuxième fonction des ronces. C'est d'aider le petit châtaigne avec des mycorhizes pour apporter de l'humidité, mais aussi des nutriments du pré jusqu'aux pieds, jusqu'aux racines du petit châtaigne. En disant ça, j'indique aussi que les ronces, ils ont des multiples relations avec des multiples mycorhizes et certainement aussi des mycorhizes qui ont une relation avec mon vigne et avec mon charme. Et avec mon charme. En disant que le charme, il va supporter mon vigne et vice-versa, à cause du fonction du ronce qui sont dans la proximité des deux plantes. Alors, concernant les vignes qu'on a choisies, on avait d'abord testé le vin rouge, hein, et il y avait un vin qu'on aimait bien, produit localement au sud des Pays-Bas, un peu plus nord qu'ici. Pour le vin rouge, c'est une difficulté d'avoir des bons vins parce qu'il nous manque un peu de soleil et de chaleur. Mais enfin, c'était un bon vin. Et j'allais aider le producteur aux Pays-Bas pour maintenir ses vignes pendant l'hiver. Et en coupant les branches de l'année passée, je l'ai utilisé comme bouture. Les deux variétés qu'on a plantées ou élevées avec des boutures, c'était le Régent ou le Regent, hein, un raisin bleu, et l'autre Gloire d'Alsace. Et ce sont deux variétés qui sont résistantes au mildiou. Voilà. Ouais. Et ça marche bien. Ouais. On avait 2 étés très mouillés jusqu'à maintenant, où tout le monde avait des problèmes avec mildiou, mais nous on n'avait pas on n'a rien eu. Oui. Des dommages, c'est ça, sur les plantes. Alors ici, on est à la marge nord-ouest du vignoble. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de monter des arbres supportants comme le Alnus glutinosa et des arbres fruitiers comme des noyers ici
qui monte lentement, mais qui monte quand même une vingtaine de mètres pour protéger les vents froids et forts du nord-ouest. Comme vous voyez, il y a une belle, il y a une ligne plutôt, hein, c'est pas vraiment une forêt comestible romantique, mais plutôt commerciale. Et ce qu'on a fait, on a défini un carré de 20 mètres sur 20 mètres qu'on a planté comme une guilde, hein, un ensemble des plantes qui aiment bien le sol sableux ici et sec et qui vont bien ensemble avec des noyers. On a répété cette guilde de 20 sur 20 mètres 8 fois et le résultat, c'est qu'on a une plantation ici des noyers alternant avec des abricots et 2 lignes de sureau, Sureau. et deux genres de sureau, une pour les fleurs et la limonade, et une deuxième ligne ici qui fait une alternation avec des framboises qui est plantée pour le sirop de sureau. La guilde que je viens de parler est aussi un peu basée sur une technique ancienne des fermiers d'auparavant, qui est basée sur le fait que le noyer ici, il lui faut encore 20 ans pour maturer. Il est planté 10 mètres sur 10 mètres. Ça veut dire que j'ai encore beaucoup de place entre les noyers. Et comme le sud est là-bas, j'ai flanqué le noyer avec 2 abricots en plein soleil. Et après une vingtaine d'années, ils vont probablement arrêter de produire ou d'être très productifs. Ça veut dire que je ne vais pas les replanter parce que le noyer, dans 20 ans, sera à maturité lui aussi. Mais entre-temps, j'ai eu une production. On peut faire la même chose avec des pêches ou des cerises. Une pêche après 15 ans, ça ne sera pas grand-chose. Les cerises, ça produise bien pour une 40 années, mais après ça, ils sont presque finis d'être productifs. Quand on dit des noyaux, on dit aussi un fruit plutôt riche en protéines. Et les protéines, ils sont riches en nitrogène. En azote. Azote, riche d'azote. Pour éviter une carence d'azote, on a planté des fixateurs d'azote. Je viens de parler des Alnus glutinosa, qui est un peu posé en bas, à côté du canal, c'est ça? Un peu plus haut, on a mis des Argousier. Argousier, qui est là pour l'azote, mais aussi pour les fruits qu'on utilise comme marmelade, mais aussi fraîche, dans une sauce de salsa qu'on mange avec des tortillas. Alors, le terrain ici, c'est le terrain le plus bas de la cultivation ici. Même sur les anciens cartes, il était toujours utilisé pour un pré. Et quand on voit sur les anciennes cartes que c'est utilisé pour un pré, c'est presque toujours parce que c'est trop mouillé pour faire d'autres choses. Planter un pommier ici ne sera pas possible. Il va bien commencer, mais le moment qu'il est grand, il va être déplacé à cause du vent parce que les racines ne vont pas assez profondément. On a fait 2 interventions pour le rendre productif, c'est-à-dire qu'on a augmenté un peu le terrain, comme vous voyez ici, en utilisant le matériel qu'on a. Ouais, quand on a creusé la mare, on a pris la terre en fait, et comme ça, on a un peu haussé le terrain et on a pu mettre des plantes qui ont moins besoin, enfin, qui supportent moins les conditions humides. Ouais. Yeah. Alors comme les amandiers, en fait, vous voyez, ils portent vraiment très bien. On est tout heureux. On a encore un peu peur du gel, mais c'est très prometteur là.
Comme le terrain est le plus bas de l'environnement, on a pas mal de l'air froid qui descend ici. Une raison pourquoi les pommiers sont souvent gelés après la floraison. Et comme vous voyez, on a mis des bastiges ici autour du dôme de terre ici. Il y a une qui est semblablement morte, mais ce qu'on a fait ici, on a planté des variétés tardives. Les autres pommiers viennent de finir de fleurir et celui-ci doit encore commencer. C'est une cour pendue. Et l'autre variété qu'on a qui est tard en floraison, c'est le renette étoilé. Et ça nous rend à peu près 4 semaines de floraison tardive, ce qui est parfois assez pour éviter une gel des commencements de fruits. Ok, la deuxième adaptation pour les terrains humides, ce qu'on a fait, c'est de choisir des variétés, mais aussi des genres de plantes qui supportent bien la haute L'humidité, haute d'humidité. D'abord, l'aubépine. On le connaît tout, aubépine. Il y en a qui ont essayé des aubépines, mais les nôtres, les aubépines locales, ne sont pas vraiment pas délicieux. sanguineux ou sucrées. Les variétés qu'on a ici sont des variétés de l'Amérique du Nord. On a le Crataegus pinnatifada Big Red, qui est une plante de culture, comme nous on plante des pommiers, ils plantent là-bas des aubépines de grands fruits. Le Big Red, ils disent ce qu'ils produisent, ce sont presque des marbles de fruits saignants, c'est ça le mot? Sucrés et gros. Ça vaut la peine de les ramasser. Deuxième famille de plantes qui aiment bien une humidité assez haute ou qui supportent une humidité assez haute sont tous les ribes. Le ribes rouge, le cassis, le doigt, le cassis, ou bien le Jostabas, Josta, c'est ça? Le cassaillier, ouais. Okay. Cassellier, vous appelez ça? Ouais. Et le troisième, on va approcher un peu, c'est cornouilles en français? Ah oui, cornouiller. Les cornouillers. Aux grands fruits aussi. Mais on va apporter un peu des cultures. Alors, une troisième adaptation au terrain humide, c'est de créer une évacuation d'eau un peu forcée, un peu vite. Surtout, j'ai essayé une variété de poires, des poires qui supportent un peu mieux l'humidité que les pommiers, mais avec la fossée qui aide un peu l'évacuation des eaux, j'espère qu'il va bien démarrer. C'est une variété belge, c'est-à-dire c'était le premier poirier qui était greffé au XVIIIe siècle par Monsieur le curé d'Ardenpont à Mons. Alors la quatrième adaptation pour des sols humides, c'est d'utiliser une porte-greffe qui supporte bien le terrain humide. C'est une aubépine dans ce cas. Je l'ai greffé il y a 2 ans avec des pièces de poire, comme vous voyez ici, entre mes doigts, et des 5 greffes que j'ai greffées. Il y avait 4 qui étaient réussis. Qui ont pris, Alors, n'hésitez pas de l'essayer. Tu ne paies rien et ça ne coûte rien en plus. Et maintenant, j'ai probablement pour 1 euro de porte-greffe et un peu de bois que j'ai coupé d'un autre arbre, un arbre qui vaut maintenant à peu près 20 euros et qui est adapté aux sols difficiles et humides. Donc, sur notre terrain, on essaye de créer le plus de biodiversité possible. Et en fait, quand on parle biodiversité, tout d'abord, il y a la question d'eau. Donc, l'eau est absolument essentielle pour les plantes, pour les animaux, pour tout écosystème. Donc, on a creusé une grande mare, en fait,
dont le niveau évolue pendant l'année. Donc en hiver, l'eau peut venir jusqu'ici. Et puis en été, en fait, ça devient une toute petite mer, mais il y a toujours de l'eau dedans. Et comme ça, il y a différentes niches écologiques qui sont plus secs, plus mouillées, qui changent pendant l'année. Et vous voyez qu'il y a plein de plantes différentes déjà. Et puis c'est la même chose pour tout ce qui est animaux. Et bon, au besoin, en plein été, on peut aussi prendre de l'eau ici pour donner un peu d'eau aux arbres qui sont tout neufs. Mais en général, on ne donne pas d'eau du tout. Hein. Mais les plantations nouvelles, oui, ils reçoivent un peu d'eau. Alors, le fossé original était une forme d'un U, c'est-à-dire très droit, très vertical, avec le but d'évacuer les eaux le plus vite possible. Ce qu'on a fait, nous, c'est d'élargir et de changer, excusez-moi, c'est de changer le U, le canot U, dans un profil plutôt comme une trapèze, c'est-à-dire que la capacité de capter l'eau est élargie, hein, signifie que, avec une grande facteur, et en plus, on a une grande surface pour faire infiltrer l'eau pendant qu'il est stocké dans le petit lac. En même temps, en créant la rive. En même temps, en créant une rive d'une angle très faible, on a une grande diversité d'une zone plutôt sec et des zones plus mouillées, des zones au bord de l'eau et des zones au-dessous de l'eau. Comme ça, il y a une grande variété, vraiment une stratification de plantes qui se posent sur leur zone optimale pour se développer. Et c'est ça ce qu'on veut faire. On veut développer des éco-niches les plus variées, hein, humides, sur l'eau, dans l'eau, sec, ensoleillées, dans l'ombre, dans l'auteur, hein, et toutes les variations là-dessus pour atterrir la plus grande biodiversité possible, parce que c'est de cette biodiversité qu'on maintient, qu'on gère les pathogènes et les pestes possibles. On a besoin de toutes ces niches pour avoir assez de prédateurs pour limiter les dégâts des insectes nuisibles. Oui, là, en fait, il y a une espèce d'hôtel pour les oiseaux. En principe, ça flotte et comme ça, les renards ne peuvent pas toucher les oiseaux. Mais non, bon, ça atterrit, c'était pas le but. Et là, vous voyez aussi une espèce d'hôtel pour les crapauds, les grenouilles et tout ça. Comme ça, on aide, on donne de l'aide à la nature. On la laisse pas toute seule. Alors, le Cornus mas c'est une grande famille de cornouilles qui sont aussi adaptées à des sols humides. Cette année, ça promet d'être une vraie festivité gourmande. Ce qu'on a mis comme brise-vent et aussi comme habitat pour les oiseaux, c'est des bambous. On a choisi des variétés très poussantes parce que ce sont les pousses qu'on mange. On n'a pas peur d'avoir des ennuis avec les voisins ici parce que le lac, hein, le fossé, il porte toujours de l'eau. Et c'est comme tous les arbres ne poussent pas au-dessous du niveau de l'eau dans le sol. Et on est un peu protégé par le ruisseau de ce côté-là. Mais de ce côté ici, on espère, comme vous voyez, d'avoir beaucoup de pousses pour manger. Hein. Ce sont des pousses. Il est encore un peu petit. On peut attendre jusqu'à une 30 cm. Si on entend trop longtemps, il devient un peu boisé, trop dur pour manger. Mais pour l'instant, il est parfaitement mangeable. Il a un peu la consistance, mais aussi le goût d'un asperge. Peu neutral de goût. Et en fonction de la sauce, la vinaigrette ou une sauce beurrée, on peut augmenter
La valeur culinaire. la valeur culinaire. Et c'est ça qu'on mange, hein, si tu veux. C'est aussi une variété, ce sont des variétés du famille de Philostachys, une sous-famille des bambous qui est moins amère que le bambou traditionnel. Voilà, donc les produits qu'on récolte ici sont vendus aux consommateurs en direct, en fait, ici sur la ferme, surtout tout ce qui est frais. Si un jour il y aura une capacité un peu trop élevée, on peut toujours contacter un magasin pour vendre les produits. On vend les produits fraîches, mais aussi des confitures, des produits séchés, et puis des jus de fruits aussi. Donc des mélanges avec des pommes, du raisin, des baies, des sirops, tout ça on vend ici. Et chaque année, on a une production plus élevée et on étend la gamme. Enfin, dans le contexte du biodiversité, on aime bien des parties un peu bouleversées ou des stockages des matériaux de dégâts biologiques. Les orties. Les orties, spécialement, on les garde ici pour éviter d'avoir une invasion de pucerons. C'est-à-dire qu'en février, c'est un des plus tôt arbres qui commence à pousser avec des jeunes feuilles. Et c'est exactement ça que cherchent les coccinelles pour les œufs, hein, d'où viennent les petites larves qui mangent les pucerons des orties. Comme ça, oui. on a une petite armée de coccinelles pour le moment que les feuilles des pommiers commencent à pousser. Et il est vrai qu'on a très peu de problèmes de pucerons ici sur le terrain, mais il y a énormément de coccinelles, donc ça marche. Alors, un arbre, le chêne vert à glandules doux, a le bénéfice de porter ses feuilles toute l'année, aussi pendant l'hiver. Ce qu'on aime beaucoup au début du printemps, parce qu'en portant les feuilles, il est encore très fonctionnel comme coupe-vent. Ici, coupe-vent des vents de nord-ouest qui peuvent doménager les petites pommes qui commencent à pousser sur notre arbre. En plus, ils donnent des glandules qui sont moins riches en tannines, qui sont mieux pour avoir un goût agréable des farines et qui est déjà maintenant au sud de Portugal et de l'Espagne une façon de faire des farines et des petits biscuits ou des tartes. Alors une source de carbohydrates, hein, de sucre, des sucres, enfin non, du farine, hein, comme source de calories. Alors la parcelle le plus loin du site où on habite, c'est ici. C'est une culture plutôt extensive de noyers. Comme vous voyez, ils sont placés 10 mètres à l'écart. Écartés. Aussi les lignes de 10 mètres. Et pour éviter qu'on n'utilise pas optimalement le parcelle, on a mis des fruitiers entre les lignes de noyers. Et ce sont plutôt des c'est des prunus, ce sont tous des prunus. Ce sont des prunus, hein, qui vont donner des fruits pendant une vingtaine d'années. Et après 20 ans, les noyers sont assez larges et ils sont prêts, les prunus, pour être utilisés comme du bois dans la maison. Ben, au début, on avait vraiment une culture tout à fait extensive ici. Et puis au fur et à mesure, on a corrigé parce que c'était une erreur en fait. Et on a planté plein d'arbustes de support pour les noyers. Donc l'idée c'est que le feuillage et les branches tombent sur terre. En fait, ça nourrit le sol et le sol nourrit alors le noyer.
Il y a aussi pas mal, évidemment, de fixateurs d'azote parce que les noyers ont besoin d'azote. Alors, pour nourrir la vie du sol, vous savez que chaque plante, elle vient avec sa préférence de bactères autour des racines. On a planté une diversité de plantes d'ici, hein, comme le liguster, le érable champêtre, le berbéris. Comme chaque plante a une préférence de bactères et on sait que les bactères, c'est la dernière phase de la décompostation. Ce sont les produits des bactères sont assez petites pour que les autres plantes peuvent les réutiliser pour leur santé. La diversité des plantes donne une diversité des bactères, hein, du biome dans le sol, mais aussi une diversité de processus de décompostage. Mon noyer ou mes pruniers, ils ont comme ça une grande diversité d'une menu de substances organiques, chimiques, qu'ils peuvent réutiliser pour leur santé et leur croissance. Alors, la gestion des eaux ici, on essaie, enfin, l'ambition, c'est de garder tout le pluie qui tombe sur le terrain. Je viens d'expliquer l'élargement du lac et la grande surface d'infiltration qu'on a créée. On a pas mal de l'eau qui vient des autres terrains autour de nous, c'est-à-dire un champ classique d'agriculture classique, mais aussi une huitaine de maisons qui jettent leurs eaux sans traitement dans le fossé. Mais heureusement, on a un fossé ici plutôt superficiel avec pas mal de végétation, hein, des arbres, des têtards, mais aussi des arbres qui utilisent les nutriments qui viennent des terrains d'autour de nous. Le résultat des eaux qui viennent du fossé superficiel dans le lac, c'est qu'on n'a pas des nitrates et des nitrites dans le lac. La seule intervention qu'on fait, c'est d'enlever la végétation chaque 3 ans pour qu'on on transporte comme ça les nutriments avec les végétaux qu'on enlève du fossé. Ouais. Mais en fait, la qualité de l'eau là est vraiment nickel. Hein. Donc, on a fait l'analyse. Soi-disant, on peut la boire. Ouais. Enfin, un truc simple pour créer une biodiversité dans le terrain, c'est simplement de mettre des buttes de sable. Et comme vous voyez, il n'y a qu'un an, mais il est plein de trous, probablement des grands trous des souris, mais des très petites comme ici, qui sont probablement des abeilles de sable. Des abeilles de sable qui sont encore dormies. Hein. Le sable est un peu mouillé, un peu plus froid que les petits hôtels des insectes. Les petits hôtels des insectes chauffent plus vitement que les piles de sable. Mais tout ça, c'est déjà un système sur soi-même, un habitat. Dans cet endroit aussi, on a mis des guildes. Dans ce cas-ci, c'est autour du poirier nachi, en fait, qui se porte très très bien ici dans l'endroit. Il porte fruit, c'est savoureux, c'est délicieux et ça marche bien. Il est entouré d'autres espèces, certains comme support vraiment, comme chalève d'automne, par exemple, qui donne des fruits, mais qui là surtout parce qu'il est fixateur d'azote. Il y a le Caracana arborescens, tant bien, aussi comme fixateur d'azote. Et puis il y a d'autres qui donnent plutôt, qui sont mellifères, qui donnent de l'espace aux pollinisateurs, etc. Il y a quelques essais qu'on a fait aussi, comme celui-ci, le Acaceloviana ou le Goyavier du Brésil. Goyavier du Brésil. Bon, au début, il a vraiment eu de mal. On n'a pas pensé qu'il allait survivre, mais il est parti maintenant. Il a déjà fleuri, donc on espère un jour avoir des fruits, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des roses
qu'on récolte aussi. Et les boutons, on en fait des confitures, etc. Il y a le Josta ou le... Cassaillé. Il y a des casseillers qui poussent très bien ici aussi, qui donnent énormément de fruits. Et c'est en fait un fruit assez versatile, hein. On peut le manger cru, on peut en faire des gelées, on peut même en mettre dans des salades, des vinaigrettes, etc. Donc, en fait, c'est un endroit assez agréable ici. Alors, au milieu des cultures, on a des terrains ici pour des moutons. On a 6 terrains, 6 parcelles. Ils bougent, hein. Chaque 2 semaines, ils changent de terrain. Ça veut dire qu'il revient au premier terrain après 3 mois. Et après 3 mois, on a quand même une zone d'herbe qui est à peu près comme ça. Ce qui veut dire qu'on a, s'il y a une partie au-dessus du sol comme ça, il y a une partie de racine qui a la même profondeur que l'auteur de l'arbre. Et quand les moutons les mangent ou ou ils marchent là-dessus, ça fait mourir des racines dans la profondeur. Des racines qui meurent dans la profondeur, ça donne un carbone, un stock de carbone qui reste là-bas. C'est pas comme un gazon avec de l'herbe comme ça et des racines comme ça. Quand on coupe l'herbe, il y a aussi des racines qui meurent, mais ils sont tellement superficiels qu'ils oxydent presque tout de suite à l'air. Ça, c'est la raison des moutons, hein. Ils sont pas là pour la viande non plus pour la poêle, mais ils sont vraiment là pour fixer du carbone aux profondeurs des terrains. On espère de fixer à peu près un peu moins d'un demi-pourcentage par an avec cette technique, en sachant qu'1% de matière organique correspond dans un terrain sableux comme ici d'à peu près de 6 litres de l'eau qu'on peut capter sur 1 mètre carré. L'ambition ici, c'est d'augmenter le pourcentage de matière organique de 1% maintenant à 11%. C'est un investissement de 20 ans pour finaliser avec un stockage de l'eau de 60 litres par mètre carré en surplus. Et c'est une sorte d'assurance contre les extrêmes de sécheresse qu'on peut attendre dans l'avenir. Alors, on est bien content avec la façon qu'on gère les pestes et les maladies. On a encore 2 grands problèmes, c'est-à-dire le carpocaps qui entre dans les pommes et qui laisse une trace de substance brun. Ils sont encore bonnes pour des jus, mais pour vendre une pomme à manger comme ça, c'est pas possible. Alors pour atterrir les prédateurs du carpocaps, on a fait des installations, 3 installations pour les chauves-souris. Ceci, c'est l'abri d'hivernage. Il est constitué d'un tank, un container pour l'eau de pluie. Et comme petit portal, il y a 2 éléments comme une aile avec une couvre en béton. Et comme ça, on a créé 2 portes, hein, la porte extérieure qu'on voit ici. À l'intérieur, il y a une porte semblant avec une petite ouverture comme une boîte à lettres pour laisser entrer les chauves-souris. Les 2 portes sont nécessaires pour garder la température le plus stable possible parce que les chauves-souris sont très sensibles au changement de température. Quand la température augmente d'1 degré dans la grotte, ça veut dire que normalement, la température ambiante est déjà augmentée pendant plusieurs semaines. Hein. On évite le signal d'augmentation de température pour qu'il ne sorte pas en plein hiver, qu'il se réchauffe d'à peu près 6 degrés de la température ambiante dans la grotte à 40 degrés
il sort pendant l'hiver, il est trop froid, il rentre de nouveau et ils ont brûlé trop de réserves pour rester vivants jusqu'au printemps. Alors les deux portes sont très importantes d'être un peu isolées. Les ouvertures sont pas en ligne, ils sont écartés d'une façon qu'on évite qu'il y a trop de courant d'air pour pas réveiller les chauves-souris trop tôt. Ça, c'est pour les mâles et les femelles qui reviennent ensemble, qui se rejoignent avec les petits pendant l'hiver. Mais dès que le printemps arrive, les femelles sont déjà été fertilisées en septembre-octobre. Ils prennent le sperme avec eux pendant l'hiver et ils fertilisent les œufs en printemps. Le moment qu'ils sont fertilisés, ils se retrouvent ensemble avec les autres femelles dans une sorte de colonie d'accouchement et de nourrissant pour nourrir les petits. Les mâles, ils sont chassés de la colonie et ils s'installent dans plutôt une troisième abri pour les mâles dans les bois. Ils sont littéralement chassés de la colonie et ils tirent leur plan dans le bois. Ils se débrouillent. Eh bien, comme je venais de dire, on aime beaucoup les systèmes biologiques pour améliorer la fertilité du sol, mais aussi pour éviter trop de dégâts des maladies et des pestes. Un des trucs qu'on fait aussi, un des boutons qu'on tourne aussi, c'est de protéger les fruits contre les oiseaux. On aime bien les oiseaux qui viennent manger nos fruits, mais on aime plutôt encore beaucoup plus les fruits qu'on peut manger nous-mêmes. Alors, la protection, par exemple, des cerises se fait par des fils contre les oiseaux. Et pour les installer, on a toujours des critères. D'abord, il faut que ça ne coûte pas beaucoup. Dans notre système économique, tout ce qui coûte, ça apporte au prix au consommateur. Alors, la protection contre les oiseaux doit être bon marché. Ici, pour les cerises, les étudiants du Hogeschool Ghent, ils ont fabriqué un support pour le fil. C'est un bâton large avec un tuyau d'isolation d'électricité au-dessus et un système de corde qui fait L'arrondi? Qui fait arrondir le toit au-dessus laquelle on va mettre le fil. Je vais montrer encore des autres systèmes dans la grange, mais enfin, les critères sont toujours les mêmes. Il faut que ce soit bon marché, il faut que ce soit facilement à installer, facilement à enlever pour l'hiver parce que tout se dégrade, surtout les fils. Les fils sont très sensibles au soleil et aux lumières UV. Et quatrièmement, tous les matériaux qu'on rassemble du terrain, stockés dans la grange, doivent être gardés sur une petite surface dans la grange. Ouais. En fait, on n'a pas vraiment besoin de protéger tous nos fruits des oiseaux parce qu'il y a beaucoup de zones écologiques où il y a énormément de baies sauvages pour les oiseaux et quand ils ont beaucoup à manger, ils vont moins ravager vos fruits. Donc, il y a surtout les ribes et les cerises qu'on doit protéger. Ça ne marche pas sans protection, mais la plupart des autres baies, en fait, on protège même plus parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Ici, dans les zones autour de la maison, en fait, on a des cultures un peu plus intensives. Donc, ça veut dire que on cultive des arbres fruitiers, des framboisiers et tout ça, mais aussi on contrôle plus ou moins ce qu'il y a sur le sol. Donc, il y a des couvre-sols comme des fraises, par exemple, ou bien comme la
menthe au chocolat. Hein, ça a vraiment le goût de After Eight. C'est délicieux. Il y a des légumes pérennées. Hein. Ici, vous avez... Vous me dites, Légopode. les légopodes, en fait, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais en fait, c'est une légume vraiment délicieuse. Et en fait, il y a une partie où elle peut y aller. Mais là, comme vous voyez, c'est quand même limité. Il ne peut pas aller partout où il veut. Donc, il y a beaucoup d'herbes comme le romarin, de la menthe, un peu tout, quoi. Et puis, il y a des légumes pérennées, comme ici le cardon, par exemple, dont on mange en fait la tige. Et la recette traditionnelle, c'est cardon à la barigoule. Donc, c'est une recette méditerranéenne. Là aussi, Schorsemir, les salsifis, en fait, c'est des salsifis qui en fait se multiplient tout seuls, sans problème. Il y a les oignons, qui en fait, ou l'ail, qu'on peut très bien cultiver en tant que plante pérennielle. La blette en fait, qui se plaît vraiment ici, c'est quand même une plante très très versatile, qu'on peut manger presque toute l'année sauf en plein été. Alors il est parti. Qui se marie très bien avec des goûts un peu piquants ou bien avec des anchois. Ça marche très bien aussi, ou bien dans des currys style indien, tout ça. Ça, vous connaissez aussi? L'ail des ours. L'ail des ours. Bon, il a encore un peu de mal, il n'y a pas encore assez d'ombre, mais ça commence à aller petit à petit. Ouais. Il y a beaucoup de consoude aussi. On met beaucoup de consoude, pas vraiment pour utiliser en tant que côté médicinal, mais vraiment comme fertilisateur et comme support pour les autres plantes qui sont là. Ici, on se trouve en fait dans la zone de réception et dans le magasin où on vend nos produits, les produits frais, mais bon, maintenant c'est l'hiver, on n'en a pas. Mais là, vous voyez par exemple les différentes confitures qu'on fait. En général, on essaye de faire des choses un peu hors du commun. Hein. Donc, il y a des combinaisons Thai-berry avec des groseilles, par exemple. Il y a des confitures sans sucre à la framboise. Il y a différentes herbes séchées qu'on vend. Et puis, on n'a plus de jus, mais en fait, on vend pas mal de jus, mais en général, au bout de quelques semaines, tout est parti parce qu'ils sont quand même délicieux. Merci beaucoup à Pete et à Hilde pour toutes les informations. C'est un magnifique projet. Félicitations. Merci. Merci. On vient de voir qu'on pouvait mêler productivité et biodiversité. Je mettrai le lien en bas de la vidéo vers leur site internet. N'hésitez pas à venir les rencontrer à la ferme. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes.